Alors, je vais essayer de m'assurer que tout fonctionne ici. Notre objectif aujourd'hui, c'est de revoir un peu le processus d'allocation de ressources. On va parler de l'accès, de qui est admissible et en fait, un peu des détails sur comment préparer votre demande pour vous assurer d'avoir toutes les composantes requises pour obtenir un résultat intéressant. J'ai Eduardo qui est avec moi aujourd'hui, qui est le grand gourou de tout le processus et qui va être aussi là pour répondre à vos questions, à certaines questions peut-être un peu plus pointues sur le processus. Puis à la fin de la présentation, on va faire une démonstration sur comment utiliser les formulaires. Je vous prie à l'avance de m'excuser. Je soigne une COVID depuis 3 mois et donc je tousse encore. J'ai encore la voix éraillée. Voilà. J'espère également ne pas avoir de problème avec ma connexion Internet. Donc, si jamais ça bloque à un moment donné, bon, voilà, ça va revenir, mais ça pourrait arriver. Bon, comme a dit Kat, la présentation est enregistrée. On va vous donner accès à la présentation et aux diapos. On vous invite évidemment, comme d'habitude, à fermer votre micro pendant que vous ne parlez pas. Je pense que maintenant, tout le monde est habitué à ce genre de choses. Vous pouvez poser des questions avec votre micro ou avec la zone de clavardage. Je vous invite quand même probablement à utiliser la zone de clavardage en premier pour pas qu'il y ait trop d'interférences quand on parle. Par contre, si vous avez vraiment une question qui est urgente puis qui est très pertinente à être posée pendant la présentation, je vous invite à le signaler. Et Kat et Eduardo vont monitorer la zone de clavardage pour m'interrompre en temps et lieu pour qu'on puisse vous répondre au fur et à mesure. Et évidemment, vous pouvez toujours nous rejoindre par écrit pour toute question que vous avez par la suite. Une liste de liens utiles, je ne vais pas m'étendre, vous aurez les liens avec la présentation. Alors, premièrement, l'accès aux ressources. Donc, comme vous savez, probablement, les ressources sont disponibles pour tout chercheur canadien. Il suffit d'en faire la demande. L'important, c'est d'avoir un compte avec l'Alliance de recherche numérique du Canada et d'avoir un parrain éventuellement si vous n'êtes pas vous-même chercheur ou chercheuse principale. Donc, dès que vous avez un compte, vous aurez accès à une certaine quantité de ressources. On va revenir après un peu sur les priorités de base dans la prochaine diapo. Mais vous avez accès à une certaine quantité de ressources de calcul sur nos grappes de calcul haute performance, donc Beluga, CEDAR, Gram et Narval. Vous avez accès à une certaine quantité d'espace de stockage, c'est 1 téraoctet par défaut. Par contre, vous n'avez pas de ressources infonuagiques par défaut, juste en ouvrant votre compte. Par contre, si vous voulez avoir accès à de l'info nuagique ou à de petites quantités d'espace de stockage, des petites quantités d'espace de stockage, ça veut dire 10 téraoctets, il suffit d'en faire la demande en nous écrivant, en fait, et on va pouvoir vous accommoder. Si vous avez besoin à des plus grandes quantités de ressources, c'est là que le concours de plateforme et portail et le concours pour les groupes de recherche sont pour vous. Par concours, on donne donc accès aux allocations de calcul, aux allocations de stockage et à des ressources en info nuagique qui sont au-delà de ce qu'on peut demander par le service d'accès rapide. Et Eduardo, n'hésite pas à m'interrompre si j'oublie quelque chose. Alors, déjà, quelles sont les quantités de ressources qui sont requises pour passer par concours? Donc, dans le calcul haute performance, c'est si vous utilisez plus de 50 cœurs année. Donc, je vous invite à aller voir là, votre utilisation dans la base de données de Calcul Canada pour voir si vous dépassez ce seuil-là. Plus de 10 GPU année
et plus que 10 téraoctets là, dans l'espace de stockage, que ce soit dans l'espace projet ou dans l'espace nearline. Vous pourriez avoir besoin d'une ressource, d'une allocation aussi si jamais vous avez besoin d'énormément de mémoire pour vos calculs. J'en profite pour vous signaler que nous avons à votre disponibilité des nœuds à grande mémoire. Donc, 1, 2 et... Non, je ne vous dirai même pas les quantités. Je vais vous envoyer, pour être sûr de ne pas me tromper, je vais vous envoyer à notre documentation pour référer à ça. Mais si jamais la mémoire est un enjeu pour vous, c'est quelque chose qui pourrait être important à regarder. En termes de calcul infonuagique, donc nous avons deux types d'instances en infonuagique. Des instances pour le calcul, donc qui sont des instances éphémères qui vont être lancées pour faire le calcul et qui vont disparaître après. Pour ça, la limite, c'est 80 CPU virtuels ou 1 GPU virtuel. Et des instances persistantes qui sont celles sur lesquelles vous pouvez avoir, par exemple, des portails pour échanger des données ou des choses comme ça. Donc, dans ce cas-là, c'est 25 CPU virtuels. Il y a également l'espace de stockage, soit les stockages de fichiers partagés et stockage objets, qui sont toujours notre limite de 10 téraoctets, ou des stockages de volume ou d'instantané et qui sont donnés en gigaoctets parce que c'est des quantités qui sont plus petites. Enfin, là c'est la même quantité en l'occurrence, mais donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention dans vos demandes. Les dates importantes, le 2 novembre. Donc, le 2 novembre est la date limite pour déposer les demandes d'allocation. On va revenir sur les différents concours après. Si jamais vous avez déjà fait une demande de plateforme et de portail de recherche dans le passé, on vous demande un rapport annuel d'avancement et ça se fait au cours du mois de novembre et début du mois de décembre. La publication, l'annonce des résultats au concours sera en mars avec des ressources qui vont devenir disponibles au mois d'avril. Alors, comment se retrouver à travers les différents processus qui existent? Donc, déjà, les deux types de concours ressources pour les groupes de recherche et le concours de plateforme et portail. Dans les deux cas, ça peut être un processus qui se fait. Donc, si vous n'avez aucune allocation, vous allez nous faire une nouvelle demande et c'est le concours régulier dont on va vous donner tous les détails après. Dans le cas des ressources pour les groupes de recherche, la demande se fait pour 1 an. Et si votre demande est suffisamment, comment dire, les demandes qui sont un peu plus modestes, on va revenir là-dessus après, vous allez pouvoir dans le futur faire une demande accélérée qui va être simplement réutiliser la même demande que vous avez faite l'année d'avant. Dans le cadre des ressources pour les plateformes et portails de recherche, donc le concours va vous permettre de faire une demande pour jusqu'à 3 ans et dans les années subséquentes, tout ce qu'on va vous demander, c'est un rapport d'avancement. Évidemment, en supposant que ce que vous aviez demandé la première année est toujours pertinent pour les années suivantes. C'est bon, je n'ai rien oublié. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Quoi? Donc, on a le concours pour les groupes de recherche, le concours pour les plateformes et portails de recherche. Donc, le concours pour les groupes de recherche, ça convient aux projets qui nécessitent des ressources de calcul et des ressources de calcul, des ressources de stockage et des ressources infonuagiques comme objectif principal. Alors, c'est vraiment des projets où l'objectif est de calculer, stocker des données, partager faire des calculs ou stocker des données dans un groupe vraiment restreint, lié au chercheur principal. Dans le cas des plateformes et portails de recherche, l'objectif principal, c'est de partager des outils
partager des données, partager des processus avec une grande communauté qui n'est pas vraiment juste liée à une équipe de recherche. Ça peut être de la collaboration nationale, ça peut être de la collaboration internationale, ça peut être une grande collaboration interuniversitaire. Mais l'objectif, on est vraiment dans des outils qui visent une communauté qui est plus large que simplement le groupe de recherche. Ce qui est important à se souvenir, c'est qu'on va évaluer des projets eux-mêmes, donc des projets ou des ensembles de projets pour un groupe qui dépend d'un chercheur ou une chercheuse. Par contre, ce n'est pas des processus pour des départements. Donc, si vous vouliez que tout votre département fasse une demande ensemble, mais que les projets de tous les profs du département sont complètement disjoints, ce n'est pas admissible dans le cadre du concours. Donc, un projet collaboratif, la demande doit vraiment s'axer autour d'un projet comme tel et non pas d'un collage de projets disjoints. Plateforme et portail de recherche, la plupart du temps, ce n'est pas toujours vrai, la plupart du temps, dans ces projets-là, on demande des ressources infonuagiques pour construire des passerelles avec des instances qui vont être des instances infonuagiques qui vont être permanentes et qui vont servir à mettre un front-end en bon français pour partager des portails, des données, etc. Ça peut être aussi des maintiens de grandes bases de données. Voilà. Dans plusieurs cas, ces passerelles-là vont aussi quand même offrir des ressources de calcul qui vont être faites en arrière-plan. Donc, c'est important de ne pas oublier de demander l'ensemble des ressources requises, donc les ressources peut-être d'infonuagique de portail et les ressources de calcul haute performance qui vont servir à alimenter la plateforme. Une des choses très importantes à se souvenir, c'est que l'équipe de la Fédération n'a pas de ressources pour vous aider à exploiter et gérer votre portail. Donc, ce que la Fédération va vous offrir, c'est une instance infonuagique. En anglais, on parle de Infrastructure as a Service, que vous devrez ensuite gérer vous-même. Donc, vous devrez faire l'administration de système là-dessus, vous assurer que les logiciels sont à jour, que les corrections de cybersécurité ont été faites au fur et à mesure où c'est requis. Alors, on va pouvoir peut-être vous offrir un service un peu minimum de temps en temps, quelques rappels, mais c'est vraiment important de savoir que c'est les équipes de recherche qui doivent gérer l'ensemble du logiciel qui va être utilisé. Dans ce contexte-là, on vous rappelle vraiment que les grappes de calcul, en fait, sont plus faciles à utiliser que l'info nuagique. Dans les grappes de calcul, tout est installé pour vous, alors qu'en info nuagique, vous êtes responsable de tout. Dans le processus de demande, de ressources pour les groupes de recherche, si votre demande est suffisamment modeste, on a encore une limite sur la taille qu'on peut demander en processus accéléré? Non, il n'y a pas de limite. C'est seulement, basiquement, si la note est 3 ou plus dans la demande originale, c'est presque éligible pour la demande accélérée. Alors, modification par rapport aux années précédentes. Donc, dès que vous avez une note supérieure à 3, vous pouvez utiliser le processus demande accélérée. Donc, dans ce processus-là, ce que ça veut dire, c'est que c'est exactement la même demande que l'année d'avant. Vous pouvez demander une légère augmentation de votre espace de stockage. Donc, on parle de 10% jusqu'à concurrence de 50 téraoctets. Vous pouvez aussi nous préciser si vous voulez utiliser une autre grappe que celle qui vous avait été allouée l'année d'avant en le justifiant, raison X, Y, Z. Donc, vous ne serez pas capable de demander plus de ressources que ce que vous avez demandé l'année précédente.
Et également, si vous souhaitez améliorer la note à l'examen scientifique que vous avez eu, à ce moment-là, il faut aussi demander une nouvelle évaluation parce que la demande ne sera pas réévaluée si c'est une demande de processus accéléré. Important de savoir que si vous faites une demande accélérée qui est la même que l'année précédente, ça ne veut pas dire que votre allocation va être la même que l'année précédente, puisque les allocations qu'on est en mesure d'accorder au groupe de recherche dépendent de la demande qui nous vient. Si on a 2 fois plus de demandes, probablement que ce qu'on va être capable de vous allouer va être plus bas que l'année précédente. Et pour illustrer tout ceci, voici un peu l'évolution du nombre de demandes qu'on a reçues depuis 2012, donc depuis vraiment qu'on fait un processus national. Donc, vous voyez qu'on a une augmentation constante au cours du temps. Alors, pour être admissible, pour être admissible à faire une demande, il faut avoir évidemment un compte actif auprès de l'Alliance. C'est un compte de chercheur principal en milieu académique. Donc, les titres que vous devez avoir, c'est professeur, professeur associé ou encore bibliothécaire. Vous pouvez également avoir des co-chercheurs dans votre demande. Évidemment, ça implique que ce soit des chercheurs qui participent activement au projet de recherche. Donc, c'est vraiment des projets en collaboration par différents chercheurs et chercheuses. Ce n'est pas simplement quelqu'un à qui vous parlez de temps en temps. Donc, les co-chercheurs, co-chercheuses doivent aussi être des chercheurs principaux, donc avoir le même titre de statut auprès de l'Alliance, devront avoir un CV comme un Canadien à jour qui aurait été resoumis à travers la base de données de Calcul Canada. Après, vous pouvez nommer d'autres collaborateurs qui ne seront pas des co-chercheurs, qui, eux, vont être les étudiants, vont être des chercheurs à l'extérieur du pays et autres. Petit détail, je ne sais pas si c'est important pour certains d'entre vous, mais vous pouvez avoir plus d'un rôle dans la base de données de Calcul Canada. Alors, ça va être le cas si, par exemple, vous avez changé d'institution au cours du temps, puis que vous conservez 2 rôles parce que vous continuez à parrainer des étudiants dans votre ancienne université, par exemple. Ou parce que vous avez un rôle de collaborateur dans certains projets. Quand vous allez faire votre demande de ressources, vous ne pouvez pas choisir auquel de vos rôles la demande est associée. La demande va être associée automatiquement à votre rôle principal. Donc, avant de soumettre ou avant de commencer à remplir le formulaire? Oui, c'est important, avant de remplir le formulaire, de s'assurer que c'est le rôle principal, qui est dans la CCDB, ils ont le rôle principal. Mais ça peut arriver que les changements se passent après que la demande a été déjà soumise. Dans ce cas, c'est tout simplement de nous informer de changements pour qu'on puisse ajuster dans la CCDB. Ce qui est important, c'est de nous informer avant que les allocations commencent en avril. Parfait. Donc, soit vous êtes en mesure de le faire vous-même avant de commencer votre allocation, soit ça arrive en cours de route et on vous demande de nous informer. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas parce que ça cause vraiment beaucoup de problèmes de gestion derrière si vous ne le faites pas. Consultation avec l'équipe technique. On vous demande, on vous suggère de consulter avec les équipes techniques, surtout si c'est la première fois que vous faites une demande ou si vos besoins ont changé au cours du temps, si vous avez besoin d'aide, ça va nous permettre de vous aider à s'assurer que vous utilisez et que vous demandez les bonnes ressources et que vous précisez bien dans la demande quelles sont les ressources dont vous avez besoin.
Si vous hésitez à savoir si c'est une demande régulière dans la demande pour les groupes de recherche ou si c'est une demande de plateforme et portail, on va pouvoir vous aider. Ou bien si c'est pour estimer la quantité de ressources dont vous avez besoin pour vous assurer de faire une demande qui est bien structurée. Le plus tôt est le mieux. Si vous nous consultez après le 31 octobre, alors que la date de dépôt est le 2 novembre, je vous promets qu'on ne sera pas capable de vous répondre. Donc, le plus tôt possible que vous contactez l'équipe technique et le mieux, on va être en mesure de vous aider, de vous aiguiller correctement. N'hésitez pas. Ce que vous aurez dans la présentation, c'est nos adresses de support. Vous pouvez nous écrire simplement à l'adresse allocation@tech.alliancecan.ca. Ça va rejoindre à peu près tout le monde. Si vous avez l'habitude d'utiliser d'autres adresses de support, ça va fonctionner aussi. Ça va rejoindre en fait les mêmes équipes techniques. L'évaluation scientifique. Donc, ici, vous avez la liste de tous les comités scientifiques qui vont être actifs cette année, ainsi qu'avec la personne qui va présider ces différents comités-là. Quand vous allez remplir votre demande de ressources, on va vous demander de choisir quel comité d'examen vous semble le plus pertinent pour votre demande. Donc, en fait, ça nous aide, je vois qu'ils n'ont pas tous été traduits. Ça nous aide, ça va nous aider, en fait, là, à s'assurer qu'on répartit bien les demandes à travers les différents comités. C'est une étape qui est obligatoire, en fait. Alors, l'examen, c'est effectué par un comité de pairs. C'est souvent une dizaine à une douzaine de chercheurs dans votre domaine. Maintenant, vous voyez que le domaine, ce n'est pas super précis, c'est quand même des domaines qui sont assez vastes. Ce qu'on va essayer d'évaluer, c'est l'excellence du projet pour lequel vous demandez des calculs, donc avec les retombées, etc. La faisabilité scientifique et technique, donc on s'intéresse quand même à l'aspect numérique du projet et non pas à votre projet de recherche at large, c'est vraiment l'aspect numérique qui nous intéresse. S'assurer que les ressources qui sont demandées correspondent à ce dont vous avez besoin et que votre équipe est en mesure d'utiliser de manière efficiente. Les notes vont aller de 0 à 5 et correspondent à différents critères qu'on va revoir juste après. Pour avoir des ressources, il faut obtenir une note minimale de 3, donc qui indique que la demande satisfait à tous ou plusieurs des aspects des critères. Et que l'ensemble de la proposition est acceptable. Une note en dessous de 3 indique qu'il y a des aspects importants qui ont été maltraités dans la demande. Et donc, c'est jugé inacceptable pour recevoir des ressources. Nombre de pages ou préparation de la demande. Nous vous fournissons un modèle. C'est vraiment important de suivre le modèle pour différentes raisons, mais essentiellement, c'est ce qui permet d'avoir une bonne, une lecture uniforme de la part des évaluateurs. Ça permet d'assurer que vous répondez à toutes les questions et de répondre aux différents critères correctement. On limite la taille des demandes à 8 pages. Si votre document fait plus que 8 pages, elles ne seront pas considérées par le comité d'évaluation. Il est cependant permis d'utiliser moins de 8 pages, surtout si vous faites une demande relativement modeste. Donc, pour vous donner une idée, donc la limite inférieure est autour de 50 cœurs année. Donc, si vous demandez 100, 150, 200 cœurs année, c'est ce qu'on appelle une demande modeste. On ne s'attend pas à avoir 8 pages. Les demandes où on s'attend à avoir 8 pages, c'est quand vous demandez 5000 cœurs année, par exemple. Donc, juste pour vous donner une idée de jusqu'où ça peut aller. Voilà. Les recommandations. On sait que souvent, ce n'est pas le chercheur principal qui fait les calculs.
c'est possible de déléguer la préparation de la demande à quelqu'un d'autre. Cette personne doit évidemment avoir un rôle actif dans la base de données, mais sinon, on peut préparer l'ensemble de la demande pour vous. Il est très important que les CV communs canadiens soient à jour parce que c'est là-dessus que les évaluateurs vont se baser pour regarder les sources de financement que vous avez, la taille de l'équipe, etc. Ce n'est pas la peine d'inscrire dans le document des informations sur, par exemple, les prix qui vous ont été décernés parce qu'en principe, ils devraient être à jour dans votre CV commun canadien. Les chercheurs, vos co-chercheurs dans la demande vont devoir mettre leur CV à jour directement au niveau de la CCDB. Donc, c'est le lien reporting dans la base de données. On vous recommande aussi de faire relire votre demande par quelqu'un d'autre pour vous assurer que l'ensemble est cohérent et raisonnable. Lisez le modèle qu'on vous fournit, lisez le formulaire électronique et assurez-vous de suivre les directives. On l'a mis en gras, on a mis un point d'exclamation, c'est pas pour rien. C'est vraiment la meilleure façon d'obtenir une bonne évaluation. C'est vraiment de s'assurer de répondre à l'ensemble des questions qu'on vous pose dans ces formulaires-là. Assurez-vous que vos demandes ne sont pas trop techniques. Donc, comme je disais tout à l'heure, les comités scientifiques sont quand même des comités assez vastes. Donc, il faut s'assurer que ce soit compréhensible pour des gens qui ne sont pas des spécialistes vraiment de votre domaine précis. Une autre chose qui est très importante, référez à votre utilisation passée. Et en particulier, si vous avez eu une allocation par le passé, assurez-vous que vous avez bien utilisé votre allocation et que vous n'avez pas utilisé votre allocation par défaut. Si vous ne savez pas de quoi je vous parle en ce moment, je vous conseille fortement de consulter un de nos experts pour vous expliquer la différence entre les deux, donc l'utilisation de l'allocation comme telle et l'allocation de l'utilisation par défaut. C'est important de justifier si vous n'avez pas utilisé vos ressources par le passé. Il peut y avoir plein de raisons. Ce n'est pas une question que si vous n'avez pas utilisé votre allocation, vous n'aurez pas d'allocation cette année. Mais c'est vraiment important d'expliquer pourquoi vous ne l'avez pas utilisé. Susan, je veux seulement qualifier quelque chose. Les gens qui ont une allocation, ils peuvent utiliser les deux, l'allocation par défaut, ou les projets par défaut, et RAC. Sauf que si vous avez une allocation, mais vous choisissez de ne pas l'utiliser, une allocation du concours d'allocation de ressources, mais en lieu, vous n'utilisez que l'allocation par défaut, c'est là où il y aura un problème parce que nous vous avons donné une allocation dans le concours que vous n'avez pas utilisée. Dans ce cas, il faut justifier exactement pourquoi ça se passe. Merci. Ah, je pensais que j'avais plus de pages de recommandations. Alors, demande de ressources, un peu plus de détails sur les demandes pour les groupes de recherche. Donc, la grille d'évaluation est séparée en deux. D'abord, la méthodologie de recherche et ce qu'on fait, et la gestion des ressources et l'expertise en calcul. Donc, la première partie, c'est vraiment le plan, la science, comment vous avez les progrès que vous avez réalisés au cours de la dernière année et comment vous justifiez la quantité de ressources dont vous avez besoin cette année. On s'attend à ce que ça fasse à peu près 6 pages, cette section-là, 6 pages sur les 8 maximales. En fait, jusqu'à 6 pages, parce qu'encore une fois, si votre demande est plus modeste, ça pourrait être plus court. Et la deuxième partie, c'est vraiment l'expertise en recherche et en calcul. Donc, est-ce que vous avez un groupe qui va être capable d'utiliser les ressources de calcul? Si vous avez un seul étudiant et que vous nous demandez 100 GPU année, par exemple, probablement que les comités vont douter que vous allez être vraiment capable d'utiliser efficacement les ressources dans ce contexte-là, à moins d'avoir un contexte particulier. Donc, l'important, c'est vraiment que vous soyez capable de justifier que vous allez être capable d'utiliser efficacement les ressources qu'on va vous attribuer.
Donc, en théorie, on vous donne 2 pages pour faire ça. Mais ça pourrait, vous pouvez dépasser un peu vos 2 pages au besoin en réduisant le nombre de pages pour la méthodologie de recherche. 8 pages maximum au total. Oups, pardon, je reviens derrière. Donc, dans le plan de recherche, évidemment, on va aller voir si vous avez, on va aller voir le financement par les organismes fédéraux et éventuellement provinciaux. Donc, dans ce cas-là, l'aspect scientifique de votre projet n'est pas tant à démontrer parce qu'on sait que ça a été évalué par les comités financeurs. Donc, on va vous demander un peu plus de détails sur les aspects plus liés au calcul lui-même. Si jamais c'est un nouveau projet pour lequel vous n'avez pas encore de financement, c'est peut-être là que dans le plan de recherche, il va falloir mettre un petit peu plus de détails sur la science elle-même que vous allez présenter. Donc, vous référez-vous, là, vous pouvez vous référer là, à vos subventions sans donner trop de détails parce que les détails pourront être dans votre CV comme un Canadien. C'est important de parler des résultats que vous voulez accomplir au cours de l'année de l'allocation. Donc, comment ces résultats vont être importants pour vous. Progrès réalisés au cours de la dernière année. Donc, comment vous avez utilisé les ressources de calcul par le passé, si c'est pertinent. Évidemment, si c'est une nouvelle demande, peut-être que vous avez, que le numérique est nouveau. Dans ce cas-là, cette section-là ne s'applique pas. Mais dès que vous avez déjà utilisé des ressources de calcul, que ce soit les ressources de la Fédération, par allocation, par le service d'accès rapide ou encore même des ressources que vous avez utilisées ailleurs, soit parce que vous avez un stagiaire postdoctoral qui arrive de l'étranger ou un étudiant ou vous-même, vous avez eu accès à d'autres ressources. Donc, tout ça, c'est important là, pour montrer votre expertise et comment le projet s'inscrit dans la durée, en fait. Donner des détails sur les méthodes de calcul. Voilà. Justification des ressources. Donc, en ligne, c'est peut-être écrit un peu plus loin, on vous demande vraiment d'essayer d'estimer raisonnablement la quantité de ressources demandées et de ne pas les gonfler artificiellement. Si vous faites une demande qui est artificiellement exagérée, lors du processus d'évaluation, vous pourriez être pénalisé ou voir votre demande réduite. Petit détail, vous demandez des ressources en ligne dans un grand document justificatif et vous devez aussi reporter ça dans le formulaire électronique. Vous êtes responsable de vous assurer que le formulaire électronique contient les bons chiffres. C'est le formulaire électronique qui va prévaloir si jamais il y a une divergence entre les deux. Donc, ça, c'est important à savoir. On parlait tantôt de parler d'utilisation passée. Là, il y a une section qui vous demande de justifier une allocation, une sous-utilisation de votre allocation. C'est très important d'utiliser cette section-là dans le formulaire. Voilà. Le formulaire contient des sections pour demander le modèle de proposition demande, des sections sur le calcul de ressources de calcul, stockage, info nuagique. Évidemment, si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez ignorer cette section-là et simplement les effacer. Mais n'oubliez pas de les remplir si vous en avez besoin par contre. Il y a aussi une feuille de calcul, donc vous aurez le lien dans la présentation. Il se trouve aussi dans les modèles de demande pour estimer vos besoins en CPU et en GPU. Si vous avez besoin d'aide, encore une fois, pour estimer vos besoins, en particulier pour la mémoire, c'est souvent un des aspects qui est délicat. N'hésitez pas à nous écrire pour obtenir de l'aide. Dans la justification des ressources, ça peut être utile aussi de vraiment séparer
les ressources qui sont essentielles à vos calculs et celles qui permettent simplement de raffiner des résultats. Ça pourrait être utilisé là, pour l'évaluation de l'allocation. Vous nous fournissez un document PDF. Profitez-en si vous voulez mettre des tableaux, des graphiques. Ça peut remplacer beaucoup de mots et vraiment aider la compréhension de votre demande. Dans la demande, il est possible de demander des GPU virtuels sur les grappes d'infos nuagiques. C'est une ressource qui est très, très peu abondante dans la fédération. Donc, si vous en avez besoin, on va vous demander de nous expliquer pourquoi vous devez utiliser des GPU dans les infrastructures virtuelles plutôt que dans les grappes de calcul. C'est simplement en fonction de la rareté de la demande, on veut s'assurer de la donner aux chercheurs qui en ont vraiment besoin. Les adresses IP également sont une ressource extrêmement rare, très limitée. Et donc, encore une fois, ça devrait être justifié avec beaucoup de soins. Sinon, je peux vous assurer que que vos demandes ne pourront pas être accommodées. Les expertises en calcul. Comme je vous le disais précédemment, c'est important que le projet démontre que vous allez être capable d'utiliser les ressources qu'on vous donne, donc en termes à la fois de connaissances en calcul scientifique ou en calcul numérique et de temps. Donc, si vous avez seulement un étudiant à la maîtrise pour faire tous vos calculs, c'est différent si vous avez une équipe de 10 étudiants, étudiantes au doctorat et au postdoc. Donc, c'est vraiment important de bien décrire votre équipe et tout le monde qui va faire des calculs. Si les chercheurs et co-chercheurs participent à plusieurs demandes, parce que chaque chercheur principal peut faire une seule demande, mais peut être co-chercheur sur une autre demande, c'est important de voir comment les liens qui existent entre tout ça et comment le travail va être partagé. Parce que si on voit 3-4 demandes qui se ressemblent avec les mêmes chercheurs, co-chercheurs et qui ont l'air de se superposer, ça pourrait grandement pénaliser l'évaluation des projets si on n'est pas capable de voir comment tout ça est interrelié. On vous propose de nous fournir un petit tableau qui résume le financement qui est disponible pour financer chacun des projets pour lesquels vous demandez des ressources de calcul. Et si jamais il n'y a pas de financement, ça doit être commenté sur comment les ressources, les personnes qui vont accéder aux ressources de calcul seront financées. Donc, ça ressemble un peu à ce que j'ai dit. Donc, expertise, encore une fois, l'expérience, etc. Si vous demandez des ressources info nuagiques, vous assurez que vous êtes en mesure d'utiliser le Infrastructure as a Service et comment vous allez gérer vos ressources. La demande pour les plateformes et portails. Alors, les critères sont pondérés un peu différemment. Le projet reçoit 50% et la gestion des ressources et des expertises reçoit 50%, alors que c'était 70-30 pour l'autre. Dans le cas des portails et des plateformes, en général, le niveau d'expertise requis est plus élevé simplement parce qu'on se retrouve plus souvent qu'autrement en info nuagique. Et donc, c'est vraiment important de s'assurer que la plateforme va rester utilisable. Donc, ça explique un peu que la pondération là, sur l'expertise pour la gestion est un peu plus élevée. Justification du projet, un peu comme tantôt, la problématique, pourquoi c'est important d'avoir cette plateforme. L'utilisation de la plateforme, on veut vraiment voir à quelle communauté ça s'adresse. Donc, le nombre potentiel d'utilisateurs, les activités, peut-être les activités secondaires que les utilisateurs vont faire grâce à l'accès à ce genre de données. Donc, la valeur ajoutée pour la communauté, etc.
Dans beaucoup de cas, les plateformes des portails, ça fait partie de projets internationaux. Donc, parler vraiment de l'importance pour la communauté de la recherche au Canada, mais aussi pour la communauté de la recherche internationale. Les résultats et retombées attendus, évidemment. Si c'est une nouvelle plateforme, un nouveau portail, probablement que tout ce qu'on s'attend comme résultat au cours de l'année, c'est du développement parce que c'est des outils qui sont longs à développer. Si c'est des portails existants, ben, les retombées vont être plus larges sur l'ensemble de la communauté. Donc, ces deux cas-là sont tout à fait acceptables. Simplement, il vient vraiment bien se positionner dans le temps sur les objectifs attendus pour le projet. Je vous rappelle que c'est des demandes qui peuvent être faites pour 3 ans. Et donc, vous pouvez demander une certaine quantité de ressources pour l'année 1, pour l'année 2, pour l'année 3. Donc, la demande peut aller en croissance au cours du temps, sachant que le projet va se développer. Et évidemment, toujours, quels ont été les résultats accomplis pendant la dernière année. Justification des ressources, encore une fois. Détail important quand vous allez évaluer la quantité de ressources dont vous avez besoin. Ce ne sont pas simplement les nouvelles ressources dont vous avez besoin, c'est la quantité totale de ressources. Donc, si vous avez, par exemple, déjà 50 téraoctets de données à un endroit et que vous avez besoin de 50 nouveaux téras en année 2, il y aura besoin de 100 téras et non pas 50. Donc, c'est vraiment le cumulatif et non les nouvelles ressources nécessaires. Donc, ça, c'est important dans toutes les demandes de stockage. Ce n'est jamais une nouvelle demande, c'est une demande complète. C'est une des erreurs les plus fréquentes qu'on voit dans les justifications, dans les demandes de ressources. Gestion des ressources, en fait, ça ressemble un peu à ce qu'on avait précédemment. Stratégie de gestion, encore une fois, si c'est vraiment se situer dans le contexte national, dans le contexte international. Dans le contexte international, vraiment bien positionner le Canada. Quel est le rôle du Canada dans le projet? Quelles sont les relations avec les autres pays, etc. Ça va être important pour évaluer les projets. Et maintenant, je cède la parole à Eduardo pour une petite démonstration. Merci, Suzanne. OK, je vais essayer de partager mon écran dans une minute. OK. Est-ce que vous regardez? Est-ce que c'est bon? Oui, ça marche pour moi. OK, parfait. Donc, dans la CCDB, on fait toutes les demandes directement dans la CCDB. Et vous allez ici demande des ressources. Bon, ça, c'est mon profil. Vous allez regarder seulement demande de ressources, donc cliquez ici et ça va vous amener dans cette page. C'est une petite différence si vous êtes éligible pour la demande accélérée. Ça va vous montrer ici à modifier et ça va vous dire demande accélérée. Donc, vous serez capable par défaut d'accéder à la demande accélérée. Je ne serai pas capable de faire la démonstration de demande accélérée aujourd'hui à cause d'un problème technique, mais je l'ai fait hier dans la présentation en anglais qui va être disponible dans le site web de l'Alliance. Donc, si vous êtes intéressé dans ce cas en particulier, vous pouvez aller la voir dans l'enregistrement d'hier. Mais en tout cas, pour la demande complète, pour le RJ ou APP, vous pouvez soit déléguer la demande ici directement. Vous cliquez ici et ça va vous donner à ouvrir le formulaire. Vous voulez déléguer la demande et vous n'avez que seulement inclure
le CCRI, c'est le Role Identifier pour la personne qui peut n'importe qui a un rôle actif dans la CCDB. Et la seule chose à retenir, c'est que même si vous déléguez la demande, vous êtes toujours responsable pour ce qui est soumis. Donc, on ne peut pas accepter, par exemple, comme une excuse que seulement la qualité de ma demande n'était pas bonne parce que c'était mon étudiant qui l'a fait. Vous êtes toujours responsable pour la qualité de la demande et si vous recevez une allocation, aussi pour l'utilisation des ressources après. Donc, seulement pour clarifier ça. Donc, on clique sur faire la demande et ça vous amène au formulaire comme tel. Ici, vous avez la date limite et quelques instructions. Aussi, les liens qui vous amènent à la page de la guide de préparation directement. Si vous avez besoin de plus, le glossaire technique et ici les courriels si vous avez des questions techniques. Vous pouvez fermer ça directement. Et en tout cas, vous pouvez enregistrer votre demande et pour continuer à travailler sur ça après. On sait que ça prend du temps. Et vous pouvez revenir comme vous voulez, avant la date limite. En tout cas, si vous avez déjà soumis une demande, vous pouvez, comment dire, unsubmit, comment dire ça en français? Enlever ou revenir en arrière, mettons. Exactement. En tout cas, en tout temps, avant la date limite et la resoumettre au besoin, sans aucun problème. Après la date limite, vous ne serez pas capable de le faire. Donc, si vous choisissez les comités des experts qui fonctionnent mieux pour votre domaine, nous, on pourrait changer les comités. On va réviser toutes les demandes avec les présidents des comités et c'est les présidents des comités qui vont dire oui, ça c'est un bon demande pour mon comité ou non, ça c'est mieux dans ces comités-là. Donc ça pourrait changer. En disant que la grande majorité sont évalués dans les comités sélectionnés, mais seulement pour dire que ça pourrait changer. Ça dépend du cas. Et parfois, même au moment de faire la demande, les chercheurs font des erreurs et ils se trompent au moment de sélectionner les comités. Ici, vous mettez le titre de votre projet et un petit résumé de votre projet. Et vous pouvez aussi inclure une personne ressource. Ça, c'est la personne, si vous n'êtes pas la personne, par exemple, technique, qui est capable de répondre à toutes les questions techniques de votre demande, vous pouvez nommer un étudiant ou un autre chercheur, n'importe qui a un rôle actif dans la CCDB, l'inclure là-bas. Et le formulaire va vous demander si vous voulez partager les résultats du concours avec cette personne ou non. Donc, c'est votre choix. Certainement, si vous disiez non, bon, on va envoyer seulement le résultat à vous. Et si vous dites oui, on va l'envoyer, on va mettre cette personne en copie au moment d'envoyer le résultat. Et c'est cette personne qu'on va contacter pendant le processus de révision. Si on a des questions, surtout les personnels de la fédération qui fait la révision technique, s'il y a des questions techniques. En plus, ici, vous pouvez inclure les chercheurs, les co-chercheurs, les co-chercheuses qui doivent avoir un rôle de professeur dans la CCDB et ils doivent aussi mettre à jour son CV canadien. Et vous serez capable de voir ici en rouge ou en vert si le CV est à jour ou non. Donc, dans ce cas, c'est vous, comme chercheur, qui doit faire la suivi avec votre co-chercheur et que tu dois mettre à jour ton CV. Et s'ils ne sont pas à jour, s'il y a des boîtes rouges ici, vous ne serez pas capable de soumettre la demande.
Donc, tout doit être vert. Et finalement, si vous avez oublié ou changé d'avis, vous pouvez encore déléguer la demande ici. Dans le prochain onglet, vous avez les CV comme canadien comme tel. Donc, vous allez soumettre dans le site web de CV comme canadien, vous allez choisir comment s'appelle le template, le modèle de l'Alliance. Et vous allez soumettre un CV comme canadien avec ce modèle-là, et ça va vous donner un code de soumission, et c'est ce code-là que vous allez mettre ici. Toutes les instructions sont ici, dans les liens, et au moment de faire ça, vous serez capable de télécharger votre CV comme canadien à jour, et ça va vous montrer ici les publications, et vous pouvez choisir les publications qui sont possibles grâce à l'utilisation de nos ressources et celles qui ne sont pas applicables dans ce cas. Et une fois ça, vous devez aussi téléverser les documents de justificatifs. Vous avez les modèles ici, Word et LaTeX, pour les télécharger. Si vous avez un problème avec un ou l'autre, contactez-nous et on va vous aider. Mais en théorie, ça ne serait pas un problème. Et on vous demande aussi de nous dire si le document est écrit en français ou en anglais pour s'assurer qu'on puisse avoir suffisamment réviseurs scientifiques qui seront capables de lire la demande dans cette langue-là, en français en ce cas. Donc, ici, très important, vous allez faire la demande de ressources. Dans les documents justificatifs, vous avez déjà inclus, j'ai besoin de ces montants de calcul, ces montants de stockage, et j'ai besoin de cette grappe, etc. Il est très important qu'il n'y ait pas de différence, de discrépance entre ce que vous demandez dans les PDF qui est téléversé dans le formulaire électronique, et donc entre le PDF et les formulaires électroniques. Au moment de faire la demande, il est important de savoir que chaque ressource doit se faire de façon séparée. Par exemple, si vous avez besoin de calcul de CPU et vous avez besoin de stockage, ce sont deux demandes séparées dans le formulaire. Ici, par exemple, on va demander 500 CPU avec 4 gigaoctets de mémoire. Donc, vous complétez ce qui s'applique à vous ici, ou vous rajoutez de plus de renseignements et vous soumettez ça. Ici, vous allez voir un avis écoute, vous êtes en train de faire une demande, mais vous n'avez pas de stockage. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas de stockage? C'est un erreur commun que les gens demandent seulement le CPU et ils oublient que dans le PDF, ils avaient aussi demandé de stockage. Même si les réviseurs techniques sont responsables d'essayer de trouver ce type de discrépance, il y a des erreurs humaines et ça peut créer des problèmes au moment de faire après qu'on a déjà commencé les allocations en avril. Donc, c'est très, très, très important que toutes les ressources qui sont demandées dans le PDF sont aussi demandées ici. S'il y a une discrépance, ce qui est l'autorité en matière de votre demande, c'est ce qui est dans le formulaire électronique et pas ce qui est dans le PDF. Parce qu'on prend l'information directement du formulaire électronique pour faire la demande finale. Donc, c'est très important donc, si je veux aussi faire une demande de stockage sur Beluga, par exemple, donc je cherche la ressource Beluga, storage, et je choisis aussi la même chose qui applique ici, et je dis j'ai besoin de 100 teraoctets et de 200
de Nearline. Et voilà. Le message source disparaît parce que vous avez déjà une demande de stockage. Et voilà, la même chose. Une autre chose à savoir, si vous avez besoin de la ressource InfoLogic, c'est que avant de dire ça, chaque ressource, par exemple Beluga Storage, Cedar Storage, ils vont montrer seulement les ressources ou le type de stockage, etc., qui sont disponibles dans cette ressource-là. Par exemple, si vous avez besoin de Bcache, vous n'allez pas le trouver dans les ressources comme Beluga parce qu'il n'y en a pas. Donc, si vous ne les trouvez pas dans ces ressources-là, il n'est pas disponible. Donc, si vous avez besoin de ça, donc il faut les trouver dans un autre grappe. Et la liste complète de quelles ressources sont disponibles dans quel grappe, vous pouvez cliquer ici en ressources disponibles dans le site web de l'Alliance et ça vous donne la liste complète. Donc, c'est plus facile de les voir là-bas. Donc, dans la ressource InfoLogic, vous avez pour chaque site d'InfoLogic, vous avez une liste de, on dit saveurs en français, ça, on dit flavors. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Je pense que c'est des saveurs, sérieusement. Saveurs. Des sortes, je ne sais pas. OK, bon, disons que c'est un saveur pour faire une traduction, je ne sais pas si c'est correct ou non, mais disons ça. Et ça vous montre seulement les saveurs qui sont dans chaque site et la même logique. Par exemple, si vous avez besoin de stockage objet, ça n'est pas disponible qu'en Arbutus. Donc, vous n'allez pas le trouver sur Beluga Cloud, par exemple. Et c'est la même chose. Et si vous changez le site, par exemple, je dis Beluga Compute Cloud, vous allez voir que la liste de serveurs sont différents. Donc, ça dépend de chacun, ça dépend de vos besoins pour choisir la ressource pour votre demande. Donc, voilà. Et ça, OK. Et ici, vous savez, dans l'utilisation des ressources, on vous demande si vous avez déjà, par exemple, une allocation dans une dernière demande de ressources, et vous avez une augmentation significative dans ce cas, pour cette demande-là, on vous demande de justifier pourquoi, c'est quoi la raison de l'augmentation. Et ici, très important, si vous avez une allocation déjà, vous devez justifier si votre utilisation projetée à la fin de terme d'allocation, qui est la fin de mars 2023, est moins de 50% de votre allocation. Même si le formulaire n'est pas vraiment écrit comme obligatoire, ici dans le formulaire, c'est vraiment obligatoire de le faire si c'est moins de 50%. Et sinon, vous pourrez être pénalisé à cause de ça. Si vous n'avez pas obtenu une allocation, mais vous avez quand même utilisé nos ressources, par exemple, de façon avec votre projet par défaut, par exemple, vous avez une allocation avec les services d'accès rapide, de stockage, etc. Et vous avez déjà des résultats parce que vous savez l'utiliser. C'est très important de le mentionner ici parce que ça aide aux réviseurs techniques et scientifiques de vous donner une idée de votre expérience en ce sujet. Ici, si vous avez aussi accès à autres ressources de calcul, à des points, soit dans votre institution ou au Canada ou ailleurs, aussi vous avez par exemple une allocation contribuée avec par exemple des ressources de la fédération, de la fondation CFI, comme on dit ça. Fondation canadienne pour l'innovation. Exactement, merci. Et donc, vous pouvez le mentionner aussi ici. Et finalement, vous avez des liens ici qui
vous pouvez cliquer, ça va vous montrer un résumé de votre utilisation. Ça ne montre que l'utilisation de calcul. Ça ne montre, par exemple, l'utilisation de la ressource informatique ou de la ressource de stockage. Si vous avez besoin de cette information-là, on vous invite à nous contacter et on pourrait vous aider à vous donner les informations d'utilisation pour les mentionner ici. Finalement, vous avez d'autres options. Par exemple, si vous savez faire des simulations et vous avez besoin de l'aide pour la visualisation, vous pouvez cliquer ici et on vous contactera pour vous aider à ce sujet-là. Et si vous avez exigences en particulier en matière de confidentialité et de sécurité des données, je vous invite à nous contacter même avant de compléter la demande pour savoir si on peut vraiment, comme on dit, c'est quelque chose qu'on peut faire, si ça s'adapte à la configuration de nos ressources. Exact. Et si oui, donc vous pouvez mettre ici les résultats des conversations d'interaction avec nous, s'il y a quelque chose qui est relevant. Et finalement, si vous avez besoin de logiciels spécifiques, par exemple des licences commerciales ou choses comme ça, vous pouvez les mettre ici, mais ça serait encore mieux si ça c'est le cas de nous contacter avant pour la même raison. On pourrait vérifier ça et vous dire, et vous pouvez mettre le résultat de conversation ici. Finalement, dans tous les onglets, ça vous montre les formulaires complets. Donc, vous pouvez faire la révision et voir tout dans même page. Ça fait plus facile pour la révision finale avant de soumettre, savoir qui est complet, qui n'est pas complet, si tout est bon. Et voilà, vous êtes prêts. Donc, vous pouvez soumettre votre demande et vous pouvez enregistrer pour plus tard. Et ça va vous amener à la page de demande de ressources. Si vous soumettez, vous allez voir un bouton, je ne me rappelle pas exactement quel est le mot qu'on utilise, mais vous serez capable de, disons, enlever la demande en submit et vous pouvez continuer à modifier et soumettre de nouveau si vous voulez. Vous savez le voir ici. Donc, le formulaire de portail de la recherche, c'est plus ou moins la même chose. C'est plus ou moins la même logique, le résumé, les titres, tout ça. En général, c'est la même chose. La seule différence qui est importante, c'est ici, dans la demande de ressources, parce que pour les portails de recherche, on vous permet de demander en avance maximum 3 ans. Pendant que pour le groupe de recherche, c'est un an à la fois. Donc ici, vous pouvez changer. Par défaut, on assume que la demande est pour 3 ans. Mais si ça n'est pas le cas, vous pouvez toujours les changer et mettre en un, 2 ans. Ce qui est important, c'est de vous assurer de mettre ça avant de faire la demande de ressources. Vous pouvez la changer après, ce n'est pas un problème, sauf que ça va déterminer combien de colonnes le formulaire va vous montrer selon le nombre d'années que vous allez sélectionner. Par exemple, disons que je sélectionne 300 ici dans ma demande. Et bon, ça va reprendre ici. Et j'ai fait une demande de ressources. Parce que j'ai choisi 3 ans, le formulaire va me demander de compléter une demande de CPU pour chacun demandé. Si je sélectionne 2, ça va vous montrer 2 colonnes, etc. Donc, si vous faites une erreur que vous voulez changer après, et vous savez déjà faire une demande, il faut tout simplement annuler
et la refaire après. C'est tout. C'est pas grave. Et donc, dans ces cas, disons que j'ai besoin de 100, 120 et 150. Et la même demande de mémoire. Et je dis oui, non, c'est autre. Donc, les gens font la raison ici et je soumets. Donc, vous allez voir ça. Ça veut dire, écoute, il n'y a pas de stockage, que vous êtes sûr, etc. Donc, la même chose. Pour une demande, OK, je vais demander le stockage alors. Donc, je vais ici au Beluga Storage. Et je choisis la raison. Et ici, c'est ce que Susan a expliqué avant, c'est la demande complète, cumulative. Donc, la première année, j'ai besoin de 50 teraoctets et j'ai projet que dans les deuxième année, j'aurai besoin de 50 teraoctets additionnels. Donc, la demande pour la deuxième année doit être 100, pas 50, parce que c'est cumulatif. Et pour la troisième année, si c'est la même projection, donc je veux dire 150. Je suis content avec ça et je sauvegarde la demande. Voilà. Ça, c'est la principale différence entre les deux formulaires, en plus des critères d'évaluation, etc. Mais du point de vue de formulaire en ligne, ça c'est presque la seule différence. Et après, vous révisez toutes les informations dans la demande. Et la seule chose, c'est que dans ces formulaires, ici, dans autres, on ne vous donne pas l'option de demander de l'aide pour la visualisation, parce qu'en général, ce n'est pas vraiment requis de demander pour le portail de recherche, mais si pour quelque raison ça s'applique à vous, laissez-nous savoir. On verra. Donc, ça, c'est tout. Vous pouvez enregistrer la demande et vous soumettez si vous êtes prêt. Et vous pouvez toujours venir ici, demander des ressources, modifier et soumettre. Voilà. Donc, j'arrivais, je crois, au final de ma démonstration, Suzanne. Parfait, merci beaucoup, Eduardo. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a des questions, commentaires. On a déjà passé notre heure, mais on est encore disponible pour répondre à des questions au besoin. J'aurais une question. Je ne vois pas d'option pour lever la main. Je suis désolé de me Allez-y, allez-y. emmuter comme ça. Avec la transition de Calcul Canada à l'Alliance, est-ce que ça a un impact sur les comptes CVC ou CCV pour les professeurs, les co-pays? Est-ce qu'il faut qu'ils créent des nouveaux comptes ou ça va être assez similaire à l'année passée? Je pense que c'est complètement transparent, là, mais je vais te laisser répondre, Eduardo. Non, il n'y a pas de différence vraiment. On a tout le monde qui avait un compte de Calcul Canada a été immédiatement, ça se maintient. Ils ont tout ça. C'est la même chose du point de vue des comptes. C'est seulement le changement de nom. La seule chose qui a changé, c'est les modèles. Les champs de modèles sont exactement les mêmes que les modèles qu'on utilisait pour Calcul Canada. Sauf que le nom du modèle a été changé. Avant, le modèle CVC s'appelait Calcul Canada et maintenant, ça s'appelle Alliance dans le site web du CV commun canadien. Mais du reste, du point de vue de la politique d'accès et du point de vue des processus pour la demande et pour les comptes comme tel, ça n'a pas changé. OK, merci. D'autres questions, vous pouvez prendre la parole tout simplement. Là, pas besoin de lever la main. On n'est pas suffisamment nombreux pour ça. Okay, je vais reposer une deuxième question pour les personnes qui se manifestent. J'ai vu dans les quantités minimales pour faire une demande, il y a un bon minimal pour ce qui est des clusters, puis il y a minimal pour l'info nuagique.
Si on a besoin de ressources côté infonuagique, mais que c'est au-dessous de cette limite-là, mais qu'on fait une demande pour ce qui est du cluster, est-ce qu'on devrait l'inclure ou on devrait faire un RES séparé indépendamment? Si en particulier pour les infonuagiques, étant donné qu'il y a déjà des ressources disponibles pour moi, que le montant minimal pour le cas, ce n'est pas vraiment nécessaire. Et en fait, ça sera rejeté. Si vous soumettez une demande au cas pour des limites qui sont disponibles pour le service d'accès rapide, ça sera rejeté automatiquement. Donc, vous devez tout simplement demander par le processus de service d'accès rapide pour ces ressources-là qui sont disponibles. OK. Donc, même si on a une demande avec beaucoup de GPU, beaucoup de CPU, le côté infonuagique, on le garde séparé, on ne l'intègre pas. Là. Okay, ça marche. Ouais, vous pouvez en parler dans la demande en disant, par exemple, c'est-à-dire que si c'est relié, mettons que votre info numérique, vous l'utilisez pour faire un portail, pour partager les données que vous calculez par ailleurs, vous pouvez dire les données calculées avec ça seront rendues disponibles, mais sans avoir besoin de demander les ressources d'info nuagique. Si c'est complètement disjoint, ben, vous n'en parlez même pas, en fait. Donc, c'est vraiment... Pardon, seulement s'il y a une raison technique forte qui vraiment requiert que, pour je ne sais quelle raison, ça soit inclus dans la demande, on pourrait le considérer. Mais dans ce cas, je vous demande de consulter avant avec le personnel technique pour faire l'évaluation et comprendre votre besoin. OK, c'est bon, c'est clair, merci. Alors, il y a une discussion en ce moment au sujet de l'utilisation des GPU et l'utilisation complète des GPU. Je ne sais pas si... Il y a en fait un lien que je vais partager, que ça pourrait aider à donner une idée comment on charge pour l'utilisation des CPU. Je pense qu'on l'avait ici. Ici, quand vous demandez du CPU, on a inclus ici les allocations et ordonnancement des tâches de calcul. Ça, c'est une documentation qui est disponible dans le wiki. Et je vais le partager ici. Ça explique un peu en détail comment ça se fonctionne avec les cœurs équivalent ou équivalent. C'est pas la traduction exactement. Comment ça fonctionne la combinaison de cœurs et de GPU avec la mémoire. Ça pourrait être un bon endroit pour commencer. Donc, l'autre question était vraiment, ce qu'on voit, c'est que parfois, le chercheur va demander un GPU, parce que c'est comme ça c'est comme ça que les GPU sont distribués. Par contre, ça ne veut pas dire que le GPU est utilisé pleinement à 100 de sa capacité, parce qu'il y a seulement la moitié des registres qui sont utilisés ou autres. Donc, en fait, je vous inviterai à probablement poursuivre cette discussion-là avec l'équipe technique. Donc, Pierre-Luc, je ne sais pas si tu es disponible ou sinon, on peut voir, on a des outils de monitorage qui sont plus des outils de monitorage interne, là, mais si vous avez envie de vraiment faire un suivi sur votre propre utilisation, là, probablement faire un lien avec l'équipe technique serait approprié, là. Je ne sais pas, Pierre-Luc, si tu veux intervenir. Je dirais d'y aller par courriel. Dans l'immédiat, malheureusement, je n'ai pas tout à fait le temps de répondre à toutes les questions. Donc, c'est ça. Donc, juste écrire à notre équipe de support en précisant comment vous pourriez évaluer votre utilisation du GPU, quels sont les outils, tout ça. Puis, on va pouvoir faire un suivi là-dessus avec vous plus personnalisé.
Et en fait, je vous invite, à chaque fois que vous avez une question technique, surtout n'hésitez pas à contacter l'équipe technique. Et si jamais vous ne comprenez pas la réponse, n'hésitez pas à reposer la question en disant que ce n'était pas clair. C'est très intéressant d'essayer de profiler votre utilisation, de vous assurer que vous ne demandez pas trop de mémoire, par exemple, quand vous passez beaucoup de temps, si vous passez beaucoup de temps en file d'attente et que vos tâches ne fonctionnent pas bien, peut-être que vous demandez trop de mémoire et que ça bloque le système de queue, peut-être que vous demandez, peut-être qu'il y a des choses que vous pourriez améliorer, donc surtout n'hésitez pas à détailler vos problèmes puis à nous détailler en fait à donner des références de script de sortie, par exemple, pour qu'on puisse voir, pour analyser avec vous votre utilisation et puis trouver la meilleure façon d'améliorer votre utilisation des ressources.